m'entendez? Bon, on va essayer de contrer la digestion, etc. Donc, je suis Stéphane Magui, je suis directeur de l'innovation de l'agence We Are Social, qui est une agence créative. Pour information, voilà, on est à peu près 800 personnes sur une dizaine de pays. Aujourd'hui, on va parler d'Avatar, ces petits personnages qui vont vous représenter. On va voir ce que ça implique. Et donc, on va parler d'imaginaire des avatars, de l'usage des avatars, comment ils sont utilisés du cinéma jusqu'aux réseaux sociaux. Puis on va voir que ces avatars, c'est une manière de se raconter ou de se protéger. On va revoir un petit peu les usages autour des avatars. Je vais commencer par vous lire un texte issu de la littérature qu'on appelle cyberpunk, qui est né dans les années 80 aux États-Unis. Alors, je vous l'ai inscrit, mais c'est un peu petit peut-être. Je vais vous le lire. C'est tiré de Snow Crash, qui est c'est un peu comme Ready Player One. C'est ces grands romans iconiques de la littérature cyberpunk, qui sera très certainement bientôt adapté au cinéma. J'ai pas de si, oui, c'est bon. L'avatar de Hiro a la même tête que lui, à cette différence près que, quelle que soit la manière dont il est vêtu dans la réalité, son double dans le métavers, à savoir le monde online, porte toujours un kimono de cuir noir. La plupart des hackers n'aiment pas les avatars tape à l'œil, car ils savent qu'il est beaucoup plus délicat de rendre avec réalisme un visage humain que de créer. Au-delà de la petite blague, donc ça c'est un texte qui date de 1992 et finalement les avatars online tels qu'on les connaît aujourd'hui dans les mondes virtuels, finalement tout ça c'est des histoires qui, avant d'exister dans nos réalités technologiques et online, existent dans la littérature. Et donc il y a une espèce d'aller-retour entre la technologie et le storytelling. Et on sait qu'aujourd'hui, bien sûr, la Silicon Valley, c'est le siège de la technologie, mais c'est aussi le siège du storytelling. Les grands récits se sont déplacés un peu d'Hollywood à la Silicon Valley, et finalement, technologie et storytelling sont toujours un peu liés. Et dans cette littérature, alors ce qui est intéressant, bien sûr, je vous cite William Gibson, le neuromancien, Klein avec Ready Player One, et il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que Neal Stephenson, depuis 2014, est chief futuriste ou chef du futur de la start-up Magic Leap. Magic Leap, c'est une start-up qui est née en 2010, qui a été capitalisée par des gros comme Qualcomm, Google, etc., à hauteur de 2 milliards d'euros. Donc, ils ont sorti leur fameux casque pour les développeurs en 2018. Et donc c'est un mastodonte de la réalité augmentée. Donc lui, ils l'ont engagé comme... Donc il reste toujours écrivain, mais il doit s'occuper actuellement de penser les nouvelles expériences. Donc c'est intéressant de voir qu'une société de technologie engage quelqu'un qui raconte des histoires. Et donc Magic Leap, l'année dernière, ils sortent Mika. Alors Mika, qui est Mika? Mika, c'est une espèce d'intelligence artificielle qui va accompagner l'expérience utilisateur dans les mondes virtuels. Mais Mika, elle va pas vous lancer un timer, demander de la musique ou fermer vos volets. Elle n'est pas là pour ça, c'est pas un Google Home. Elle est là plus pour être un guide, un compagnon, un professeur, un confident. Elle a des expressions faciales, elle a une histoire, elle porte en elle son storytelling. Et donc, Mika, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que, bien sûr, elle a des expressions il est intéressant ce gif parce qu'il est un peu monstrueux. Au départ, elle simule le sourire, et puis à la fin de la boucle, quand ça cut, on revient à quelque chose de très, finalement, de plus vivant. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur cette notion avant de montrer les usages. C'est que donc Mika n'est pas opérationnel encore, mais on peut imaginer que si en 2014 Neal Stephenson est engagé, on peut imaginer qu'il a participé à sa conception. La vallée de l'étrange, Uncanny Valley en anglais, ça désigne le fait que plus on essaye de se rapprocher
de l'apparence physique. Alors là, ce que vous voyez à l'image, c'est un grand professeur de robotique qui, lui, essaye de faire les robots les plus réalistes du monde. Vous voyez bien que l'original est à gauche et que sa copie est à droite. C'est un robot qui ne marche pas, mais qui parle, dont les expressions faciales sont très... Et pourtant, il a l'air creepy. Il a l'air un petit peu inanimé. Son regard n'a pas la même accroche que le premier. Et ce que dit cette loi, c'est de dire que dans la vallée de l'étrange, dans l'Uncanny Valley, plus un androïde ou un robot est similaire à un être humain, plus on voit ses imperfections. Qui nous paraissent du coup monstrueuses. Et bien sûr, dans cette vallée, peut-être qu'avec le progrès technologique, on y arrivera. Mais pour l'instant, finalement, un avatar est peut-être plus présent par le fait que, par son expressivité que sa ressemblance physique. Voilà, donc il fallait connaître ce petit paradoxe. Qu'est-ce qu'un avatar? Si on revient sur des définitions assez classiques, d'abord, voilà, Avatara, dans la religion hindouiste, c'est la descente. C'est l'incarnation d'une divinité sur Terre. C'est l'incorporation. Et pour établir la loi de Vishnu, mais ça c'est autre chose. Et puis bien sûr c'est la métamorphose, c'est la transformation et l'incorporation dans certaines religions ou dans certains rites. C'est un véhicule, c'est pour se déplacer. On verra que pour les avatars, en fonction de l'immersion, cette notion d'incarnation, d'avoir un corps virtuel, c'est important parce que ça génère des fictions. Et puis enfin, une définition basique, mais elle vaut ce qu'elle vaut. C'est un personnage virtuel choisi par un internaute pour le représenter dans l'univers des jeux en ligne. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir une définition un petit peu plus précise et compréhensive de ces définitions à l'aune de nos mondes digitaux d'aujourd'hui. Alors, même si les avatars en 3D, on va voir les occurrences, sont nés dans cette littérature cyberpunk, le fait d'avoir des avatars, on le retrouve dans d'autres activités humaines. En particulier, la littérature, la religion, etc. Quand je lis l'Odyssée, la littérature a cette capacité à nous transporter. Quand je lis l'Odyssée, je suis Ulysse. Et quand je lis Madame Bovary, je suis dans sa peau. Il suffit de voir aussi, de discuter avec des acteurs de théâtre ou de repenser à Pirandello, les personnages en quête d'auteur. Bien, un personnage, quand il joue quelqu'un, il s'incorpore. Puis la religion, bien sûr, procure également cette métamorphose, cette transfiguration, cette fiction où on devient autre. Pour le meilleur ou pour le pire, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis, il y a d'autres traditions, comme le carnaval, où on avance masqué pour être le temps d'un moment, pour être quelqu'un d'autre, pour se présenter socialement de manière différente. Donc voilà, les avatars, aux avatars tels qu'on les connaît aujourd'hui, préexistent dans l'humanité des tendances fortes sur cette capacité à devenir autre. Là, vous voyez, c'est un épisode de Black Mirror où finalement on voit, c'est dans la première saison, où on voit ce personnage qui est dans son appartement complètement vitré et qui voit son avatar et qui l'envoie faire des trucs sur les réseaux. Il se contemple. Cette image est assez intéressante de cet homme et de son double. Faut pas oublier que dans l'épisode, à la fin de l'épisode, il va casser tous ces écrans et tous ces miroirs qui seront autour de lui. Donc dans les années à venir, et ça a déjà commencé, on va utiliser de plus en plus les avatars. Et on va voir dans quel registre, mais ça ira du gaming jusqu'à la formation. Bien sûr à tout ce qui est téléprésence, donc c'est pas uniquement de l'entertainment, même si ça constitue une forte part, c'est aussi des choses plus utiles, plus connectées avec le monde du travail, de l'économie, etc.
Bon, ben, on va commencer par quelques exemples d'applications. Je vais passer rapidement, c'est pour faire des marqueurs un petit peu. Vous me poserez des questions. Donc ça, c'est Fortnite. Hein. Si vous ne connaissez pas, vous demandez à vos ados. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une équipe, qui est à gauche et puis qui est représentée par des petits avatars. Dès qu'on les voit, on va les identifier comme tel team, etc. Et ce qui est un peu intéressant par rapport à notre sujet, c'est qu'un des joueurs, lui, a mis son hoodie qui ressemble exactement à bien sûr sa représentation online. Ça crée une passerelle et une reconnaissance. Les expériences immersives, qu'elles soient du jeu ou pas, là on a un jeu qui est sorti sur HoloLens 1. C'est une espèce d'enquête bon là c'est une image précalculée, c'est une image de com, on va dire, mais quand vous mettez le masque et quand vous commencez à jouer à ce jeu, eh bien moi je l'ai fait dans mon salon, il y a un personnage à taille réelle qui vient s'asseoir sur un banc et le sentiment de présence est assez troublant, d'autant plus qu'il vous parle. Et vous allez mener avec lui une enquête, donc vous allez l'interroger, et lui poser des questions. Et voilà, cette relation est assez... donc là, on n'est pas en réalité virtuelle, bien sûr, mais on est en réalité augmentée. Et donc voilà, donc ça c'est du gaming, mais on pourrait très bien imaginer que plutôt que d'avoir un avatar avec lequel on fait une enquête, on pourrait très bien avoir un professeur. Et on verra que ça existe déjà. Les mondes virtuels, alors les mondes virtuels ça existe depuis, on va dire, ça c'est Rec Room, je vous conseille, c'est très drôle, vous pouvez faire plein de choses, jouer des pièces de théâtre, boxer, faire du tennis, c'est une vraie communauté, une grosse communauté, c'est né il y a 2-3 ans, mais bien sûr la grande communauté qui est pas forcément un échec, qui a été Second Life, qui a été un grand moment culturel des années 2000, il y a toujours beaucoup de monde, et puis maintenant, on va dire depuis 2016, il y a pas mal de mondes virtuels qui sont nés. Je citerai V-Time, je citerai Alterspace, etc. Alterspace a d'ailleurs été racheté par Microsoft il y a maintenant 8 mois. Et on voit très bien avec leur plateforme de réalité virtuelle et augmentée, on voit bien la synergie, on voit bien pourquoi ils les ont rachetés. C'est pour les intégrer un jour et bien sûr passer plus de temps. Et donc, dans les mondes virtuels, vous êtes en temps réel et vous êtes représenté par votre avatar, qui est à la fois votre identité et votre corps social. On va revenir là-dessus. Donc téléprésence, formation, là je vous en parlais. Justement, Magic Leap a racheté récemment une société française qui s'appelle Mimesis VR, une toute petite start-up qui scanne les gens et les réintroduit dans les mondes virtuels. Donc ce qui est important là-dessus, c'est que moi, par exemple, on a plusieurs agences en Europe. On fait des conférences en réalité virtuelle. Pourquoi ? Parce que, d'une part, les gens ne sont pas sur leur portable. C'est pas les conférences à 50 où personne n'est là, finalement. Là, les gens sont très, très focus. Et puis, le fait de voir leur corps et leurs expressions faciales, eh bien, c'est marrant, mais ça donne un sentiment de mieux connaître les gens. Et finalement, dans ces conférences, on apprend à connaître les gens, à créer des liens, et on va plus travailler avec eux. Autre chose, pourquoi voir sa famille, bien sûr, avec ce type de dispositif, si on est très éloigné dans l'espace. Pourquoi c'est différent d'un coup de fil, etc. Parce que il y a ce sentiment de présence, il y a les expressions faciales, il y a ce qu'on appelle le body language, etc. Et ça donne un sentiment de présence extrêmement renforcé. Les hologrammes, j'aime bien ma slide en deux avec Tupac. Alors Tupac, c'est un rappeur. Ils ont fait c'est des hologrammes. Alors c'est pas vraiment ce qu'on appelle des hologrammes, c'est des procédés optiques. On a fait revivre Tupac qui a été tué il y a quelques années en 2012 et voilà, on l'a fait monter sur scène avec d'autres rappeurs et on l'a fait revivre. C'est vrai que quand on a modélisé quelqu'un, on verra comment on fabrique des avatars. Et bien après, on peut le faire revivre. Il y a une petite promesse transhumaniste là-dessous qu'on verra tout à l'heure. Et puis à gauche, pendant la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a pu, en même temps,
organiser des meetings à Lyon, à Paris et dans d'autres villes de France avec un dispositif de téléprésence. Au-delà du buzz, c'est des choses qui sont assez compliquées à mettre en place et ça marche très bien. Donc voilà, ça c'est d'autres types d'avatars, pas en 3D, on verra après. Bien sûr, l'influence virtuelle. Qui connaît cette jeune fille? Levez rapidement la main. Ok, qui est abonné à son compte Instagram? Ouais, c'est un peu les mêmes. Alors, ça c'est Lil Miquela. On verra, mais donc depuis 2-3 ans, il y a des influenceurs virtuels sur Instagram, des personnages qui ont des vies fictionnelles et qui s'insèrent un petit peu partout dans l'actualité culturelle ou des marques, des événements sportifs, etc. Mais on verra que c'est pas uniquement des égéries ou des ambassadeurs de marques, mais ce qui est le plus intéressant chez ce type d'avatar, c'est que ils ont des vies fictionnelles. Il y a des scénaristes qui sont derrière et ils réagissent sur. Enfin voilà, ils ont une vie un peu comme la nôtre, mais elle est écrite à la manière d'un scénario. Bien sûr, alors des Barbie sur YouTube depuis 2015. Elle a des émissions spécifiques, voilà. Donc c'est quelqu'un qui pilote un avatar, un peu comme un puppet. Et donc voilà, c'est éditorialisé. Il y a des et elle a un nombre de fans absolument impressionnant. Bien sûr, les réseaux sociaux, je ne pouvais pas ne pas y passer. Là, il y a eu 2 récentes annonces là, qui ont été faites du côté d'Apple en bas à gauche, là, de nouveaux Memoji, plus réalistes, plus personnalisables, donc ça sur iPhone. Et puis, bien sûr, vous allez retrouver des avatars dans votre Messenger très très bientôt. Là, c'est en test en Australie pour l'instant, mais et puis, bien sûr, d'autres applications comme à droite, en haut à droite, Snapchat, qui était un petit peu le premier à tirer Snapchat, enfin pour préciser Bitmoji. Bitmoji, c'est une application où on peut faire son avatar en 3D ou en 2D et bien sûr après lui l'impliquer dans ses stories. Ah, excusez-moi, j'ai pas fini. L'impliquer dans ses stories. Et Bitmoji, c'est juste une des 10 applications les plus téléchargées. On peut l'utiliser avec Snapchat ou sans. Et puis Gatsby aussi. Voilà, il y en a plein. Mais et donc, on parle de stories, etc. Donc bon, j'allais dire les ados, mais non. Enfin voilà, les utilisateurs de ces plateformes utilisent leur avatar pour raconter leurs histoires. Et bien sûr, les marques s'en emparent pour leur donner les moyens de se raconter. Donc l'avatar, pour nous, c'est, enfin voilà, pour nous, enfin je dis nous, We Are Social, mais plus généralement, c'est un peu comme l'ultime selfie, c'est-à-dire que ça prolonge la TweetPic ou votre photo de profil sur Facebook, mais ça va un peu plus loin parce que vous pouvez lui faire pas mal de choses. Björk, il y a 1 an et demi, c'est en haut à droite sur son album, c'est un peu avatarisé. Les créateurs utilisent beaucoup les avatars et donc c'était un album musical et visuel où elle était représentée sous forme de princesse avatarisée. Ça, on a vu un petit peu ce qu'était une espèce de promesse de téléportation à gauche sur HoloLens. En bas à gauche, c'est Bitmoji en 3D, là, voilà, que vous pouvez utiliser en réalité virtuelle. Et puis à droite, c'est moi, j'étais un peu plus maigre. Bien évidemment, je n'ai pas cette souplesse. On m'a scanné. On reviendra plus tard là-dessus. Et puis, on peut écrire d'autres histoires que je n'ai pas vécues, d'autres histoires fantasmées, en réutilisant mon avatar dans des stories, dans des films, et on verra aussi dans des choses un peu plus sombres. Alors bien sûr, votre avatar, c'est ce que les autres vont en voir. On verra sur les avatars sont plus ou moins réalistes, ils sont plus ou moins fantasmés. En tout cas, c'est cette volonté de s'incorporer dans autre chose, mais c'est aussi pour interagir avec les autres online principalement. Et l'avatar, c'est cette double chose, c'est mon corps social.
Et même si mon avatar, je choisis un avatar pour me mettre à distance, pour me protéger, bah, ça reste quand même mon corps social. Et je peux en avoir plusieurs en fonction des moments ou de mes humeurs. Comment on fabrique des avatars? Alors, c'est pas très compliqué, il y a plein de manières de le faire, mais en haut à gauche, vous avez le générateur d'avatar de VTime, où là, vous pouvez personnaliser, donc vous assemblez des éléments en 3D, hein, et vous construisez votre avatar au plus près, avec la couleur de ses yeux, etc. Ensuite, il y a quelques sociétés qui proposent le scan, donc c'est de la photogrammétrie. En gros, vous rentrez dans une cabine, il y a 140 appareils photo qui vous photographient en moins de 4 secondes, et après, vous avez un avatar que vous pouvez réutiliser. Sur Fortnite, ça ne marche pas comme ça. Là, on achète des avatars tout prêts, qui sont faits en 3D. C'est ce qu'on appelle des skins. Ils sont gratuits ou payants. Et enfin, en bas à droite, c'est Facebook Space. Ça, c'est plus fort. Il y a une des options sur Facebook Space où, finalement, vous pouvez prendre vous lui donnez 50 photos de profil, de votre profil Facebook, et à partir de ça, il génère un avatar que vous pouvez, bien sûr, remodifier par la suite. Là, voilà, ça c'est un des exemples. C'est Facebook Space dans le générateur d'avatar. Donc, c'est très très bien fait. Hein, par rapport au générateur d'avatar des années 2000, ou même, parce qu'il y en a depuis longtemps, c'est très très bien conçu. L'UX est génial, c'est simple. Si vous voulez y passer 50 heures, vous pouvez, et ça restera intéressant. Si vous voulez créer votre avatar en 3 clics, c'est également possible. Je vous laisse la vidéo et je finis de... Donc voilà, c'est aussi très ludique de jouer avec sa propre image. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains jeux, je ne me rappelle plus du nom, j'ai essayé de le retrouver, mais c'était un jeu vidéo où il y avait un générateur d'avatar. Hop, on va aller sur le prochain. Voilà, je vous raconte le truc d'avatar après. Ça, c'est un studio de la société Holo, et c'est eux qui ont fait l'application pour Etam, où on voyait des mannequins virtuels dans les vitrines. Et donc, c'est un studio qui est à Grenoble, et donc on voit les mannequins, on les a vus, et là, c'est pas du temps réel, ils sont enregistrés comme une photo, on peut pas leur faire autre chose, mais on atteint un niveau de réalisme et de présence qui est assez impressionnant, peut-être même plus qu'avec des avatars modélisés en 3D. Bon, après ça se discute. Je reviens sur le générateur d'avatar dont je vous parlais. Finalement, c'était un jeu où le générateur d'avatar était très complet, tellement complet qu'il y a plein de gens qui ne jouaient jamais au jeu. Ils restaient un peu bloqués dans le générateur d'avatar pour perfectionner leur image, etc. Et si vous saviez, vous donnez aux internautes, quelles que soient les générations, vous leur donnez 2 paires de baskets, 3 paires de moustaches, 4 coiffures, les gens sont incroyables, ils sont capables de passer un temps tant qu'il s'agit de polir l'image de soi. On continue, ça voilà, typiquement, ça c'est une start-up nantaise qui s'appelle Silke, qui était très en avance. Après, maintenant, elle a des concurrents. Donc c'est une cabine où on vous scanne. Et là, c'était à Roland-Garros il y a 1 an ou 2. Vous faisiez scanner, pareil, même principe. Et après, vous faisiez jouer un match avec Nadal. Vous perdiez, évidemment. Mais vous aviez le plaisir de vous voir. Alors, la 3D était loin d'être ultra réaliste. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave. Finalement, se voir, jouer à un jeu, finalement, ça suffit pour l'identification et raconter une histoire. Raconter sa story. À droite, vous avez un de mes collègues que j'ai scanné grâce juste à un téléphone. Et puis après, il a été intégré dans Blade Runner 2049.
Ça, c'est bien sûr, donc c'est piloté par la Warner. Et enfin, c'est la Warner qui a, c'est bien la Warner, je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est la Warner. Oui, voilà, ça a été fait par la startup Shadow. Donc vous scannez avec votre téléphone, c'est simple. Vous extrayez la tête et vous lui faites, vous l'embarquez dans une histoire, qu'elle soit cinématographique ou autre. Les doubleurs numériques, on a vu avec Tupac tout à l'heure, il y a une société qui est une start-up française qui s'appelle Aceco. Je pense qu'ils sont dans le top 10 des gens capables de créer des avatars du niveau d'Alita et ils travaillent d'ailleurs pour les studios hollywoodiens. Les doubleurs numériques, quand vous êtes un grand sportif, un acteur célèbre, etc., vous n'avez pas le temps. Donc, si jamais il faut refaire une scène d'un tournage, si jamais vous n'avez pas le temps parce que votre agenda est complètement booké, eh bien, on vous scanne de manière très précise. C'est hallucinant, la peau, c'est complètement... on arrive à des niveaux extrêmement bluffants. Et donc voilà, eux ont scanné tous ces personnages et comme Tupac, on pourra les réutiliser. Alors ça pose les problèmes de qui fait quoi, des droits des avatars, des droits de la personne par rapport à sa représentation en avatar. Mais voilà, tout cela ont été scannés. Donc c'est personnages c'est des stars de la mode, des médias, des comédiens, des actrices et des sportifs. Je voudrais vous parler aujourd'hui, faire un focus sur les avatars sur Instagram, puisque c'est un phénomène qui est assez important. Là, vous revoyez Lil Miquela, la jeune fille dont on parle tout à l'heure. Alors, ça n'a pas été créé par une marque, ça a été créé par un studio. Un studio de designers, de storytellers, de scénaristes. Et Lil Miquela, quand vous allez voir son profil, aujourd'hui, oui, elle a 1,6 million abonnés. Alors vous allez me dire, c'est loin des records. Hein. Le compte Instagram le plus, je crois que c'est 175 millions avec The Rock ou quelque chose comme ça. On joue pas dans la même catégorie, mais quand même pour un personnage fictionnel, c'est important. Donc qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Donc on voit une jeune fille qui est remodélisée en 3D et qui est incrustée dans des situations réelles, plutôt à Los Angeles. Et donc en 2 ans, en 18 mois, vous pouvez peut-être pas lire, mais elle dit oui, aujourd'hui c'est un de mes plus beaux jours de ma carrière, puisque le Time Magazine m'a désigné comme une des 25 personnes les plus influentes sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une jolie fille d'aujourd'hui, elle défend des causes, elle a des convictions, elle a une étoffe qui dépasse strictement la simple communication d'une marque. Elle appartient pas à une marque, elle appartient à ce studio. Et donc là, le storytelling est très important. C'est la plupart du temps des images fixes sur Instagram. Certains influenceurs décident de passer à la vidéo. Et donc je vous invite à les découvrir. On va faire une petite galerie de portraits. Ah oui, avant. Donc ça c'est Julia Roberts qui est l'égérie Lancôme depuis maintenant une vingtaine d'années, et finalement même si on va le voir plus tard, on s'aperçoit que les jeunes générations, j'ai rien contre Lancôme ni Julia Roberts, mais finalement aujourd'hui avec ce type de campagne, on est de moins en moins pertinent culturellement, parce que tout simplement le monde a un peu changé, et finalement ça s'adresse, ce genre de publicité, même si on les voit, c'est comme des traces, finalement ça intéresse plus grand monde. Finalement on peut se poser la question de savoir si les influenceurs ne seraient pas, les influenceurs virtuels, en tout cas sur Instagram, ne seraient pas les nouvelles égéries ou les nouveaux ambassadeurs de marques, de causes ou d'institutions. Lui, c'est Blacko, c'est fait par le même studio que Lil Miquela. C'est un peu le bad guy. Il a une caractéristique, c'est qu'on voit jamais sa bouche. Et donc, il est né dans le même studio, et ça permet au studio en question d'avoir plusieurs personnages, de les faire interagir entre eux et de raconter leurs histoires un peu comme si on construisait une pièce de théâtre.
La troisième de la bande, c'est Bermuda's Bay. Pour la petite histoire, voilà, ils ont créé une grosse fiction où finalement, au départ, elle était pro-Trump, alors que Lil Miquela est plutôt démocrate pour le droit des Noirs, etc. Et la storytelling, c'est qu'elle avait piraté le compte de la première, etc. Donc voilà, donc, ils ont emmené l'histoire sans révéler le pot rose pendant 4-5 semaines. Et bien évidemment, ça a fait le focus. On s'est intéressé à ce petit trio. Vous irez voir les histoires en question. Ça, c'est un avatar de marque plus classique. Donc ça, c'est Noonri. Alors là, il y a moins d'étoffe, hein. Il y a moins de story. On vend du Lacoste. On va se promener de temps en temps, mais finalement, on n'y croit pas. On n'y croit pas parce qu'elle vend des marques. Enfin, elle se contente de transposer de la communication classique sur Instagram et finalement, elle n'a pas trop d'étoffe. Il n'y a pas une énorme story. Idem, mais pire, j'ai rien contre Balmain, mais en gros, là on a pris la logique et l'esthétique des magazines de mode et on les a balancés sur Instagram. Donc ils sont trois, hein, un avatar pour chaque cible géographique de la marque. Et finalement, elles ne parlent pas, elles ne racontent rien, elles appartiennent à la marque comme si elles étaient dans cet écrin qui est très beau, mais qui a du mal à nous émouvoir, à nous raconter quelque chose, etc. Ça, c'est des derniers, je ne sais pas trop quoi en penser, ils viennent de sortir il y a quelques mois. C'est le Colonel Sanders pour KFC. Quand on le regarde de près, on se demande si c'est pas un acteur grimé plutôt qu'un avatar. Bon, voilà, il va dans les KFC, etc. Il a pourtant quand même pas mal d'abonnés. YouPorn, ça date d'il y a 15 jours. Donc J. Devils, qui a tout de suite eu pas mal d'abonnés, voilà, parce que c'est quelque chose d'assez affinitaire et assez communautaire, surtout quand c'est sponsorisé en plus. It's fun to share information about my favorite porn site and little peeks into my life with the YouPorn community. Voilà, ça résume bien. Donc, elle fait des petites vidéos tous les jours, etc. Sur certains, on voit très bien que on n'a pas été au plus réaliste. Enfin, on aurait pu faire mieux en termes de réalisme, mais c'est pas le propos là encore. C'est plutôt d'avoir une icône autour de laquelle on puisse rassembler une conversation et des communautés. Je dirais que parmi les marques, c'est quand même ce genre de marque plateforme qui s'en sort le mieux dans la story qui va avec. Renault, désolé de passer de YouPorn à Renault. Ça, c'est Live. Alors eux, ils l'ont pas du tout utilisé dans Instagram. Ils l'ont utilisé dans une pub classique. Et donc c'était bizarre d'avoir cette influenceuse virtuelle mais pourquoi pas, hein, dont l'effet est principalement sur Instagram ou une plateforme, se voir défendre un véhicule, etc. Mais finalement, ce qui fait la différence entre les avatars de marque et finalement les avatars plus construits en termes fictionnels, plus construits en termes de storytelling, c'est leur inscription dans le temps. Autre chose, ça n'a rien à voir, on n'est plus sur Instagram, c'est un autre phénomène qui est beaucoup plus ancien. Yamaha a sorti dans les années 90, au début des années 90 je crois, un logiciel qui s'appelait le Vocaloid. C'est pour faire chanter des personnages virtuels, c'est du chant de synthèse. Et finalement, au Japon, il y a des stars de la J-pop, de Japanese pop ou K-pop, pour la Corée, pardon, qui font des concerts, font des interviews, ont des fans, ont des sociétés, etc. Donc c'est des personnages qui ne sont pas que sur les réseaux sociaux, mais font des concerts. Alors c'est très kawaii, hein, mais Ariel a fait un concert à Enghien-les-Bains il y a maintenant 6 mois. Et alors c'était intéressant, il y avait deux types de publics. Il y avait les curieux qui venaient voir, trentenaires, quarantenaires, curieux, investis, etc. Et puis il y avait ses propres fans qui étaient venus la suivre jusque là.
Voilà, pour conclure sur les influenceurs virtuels sur Instagram, on pense que, je pense que ça va encore continuer. Je pense que finalement, je suis partagé entre deux. Je me demande si tous ceux que je viens de vous montrer seront encore là dans 18 mois. C'est vraiment pas sûr. Alors on se dit oui, ils ont 1,5 million d'abonnés, oui, ils seront là dans 18 mois. Honnêtement, c'est pas sûr. Je pense que ceux qui sont le plus pertinents, c'est-à-dire ceux qui nous racontent des histoires crédibles sur la société, la culture et sur nous-mêmes, ceux-là, comme Lil Miquela ou Blacko, dans un autre style, ceux-là auront une chance de s'étendre dans le temps, d'aller au-delà de la campagne sociale ou de la campagne de com. Et puis, pour les autres, finalement, c'est pas sûr que leur influence soit réelle, sauf si elle est boostée aux médias et de manière un peu artificielle. Quand on parle avatar, on parle de storytelling, de fiction, mais il faut aussi parler de deepfake. Alors, vous connaissez pas ce monsieur? Est-ce que quelqu'un connaît ce monsieur? Non, je ne pense pas, parce que ce monsieur n'existe pas, comme l'ensemble de ses visages. Allez voir sur le site « This person doesn't exist ». C'est une expérience qui est menée par NVIDIA. NVIDIA, une grosse puissance de calcul de cartes graphiques. Ils ont équipé beaucoup d'hôpitaux pour faire du machine learning et du deep learning pour la recherche sur le cancer, etc. Mais aussi, ils font ça, c'est-à-dire qu'ils vont créer des gens qui sont ultra réalistes mais qui n'existent pas. Je vous parlais tout à l'heure de l'Uncanny Valley. Cette espèce de truc un peu étrange où finalement, plus on se rapproche de l'humain, plus on consiste à toujours voir la différence. C'est très différent entre l'image fixe et l'image animée. En image fixe, c'est beaucoup plus simple. Et là, c'est bluffant. Yann LeCun, Lequin, je sais pas, c'est un Français, c'est le père de l'intelligence artificielle chez Facebook. Il a partagé un lien il y a 2-3 mois. Où c'est un peu comme au début de Facebook, le face match, sauf que là, on se demande qui est. À chaque fois, il y a deux images, hop, par paire, celle-là et celle-là, et donc faut jouer. Qui est la vraie, qui est la fausse? Alors là, je vais vous le dire. Celle-là est vraie, celle-là est vraie, celle-là est vraie, celle-là est vraie. Quand vous êtes un chercheur en IA et que vous avez l'habitude de manipuler ces algorithmes, vous commencez à pouvoir les repérer. Mais essayez ce soir, vous essayez sur votre mobile. Maintenant, vous allez voir, c'est pas évident. Voilà, un petit truc très pédagogique sur le deepfake. Est-ce qu'il y a un peu de son, s'il vous plaît? Voilà, donc c'est des chercheurs allemands. Je vous laisse... Donc, ils sont capables de mapper en temps réel les expressions de quelqu'un sur un autre visage. Mais sans que ça soit du précalculé comme les studios de cinéma, ils sont absolument capables, voilà, en 15 secondes d'enregistrement, ils sont capables de reproduire la texture sur un modèle et de faire parler un peu n'importe qui de n'importe quoi. Alors ils expliquent que des fois ça marche pas parce que Poutine il sourit jamais. Donc c'est vraiment dommage parce que quand on le fait sourire, du coup c'est pas naturel, on le reconnaît pas. Ah, écoutez son, hein, voilà. Et là voilà, on voit d'autres expériences. Et ce qui est intéressant, c'est que il va le dire à la fin, c'est qu'il y a beaucoup de commandes. Alors c'est très simple, c'est plusieurs choses. Ils ont fait cette vidéo pour dire voilà, écoutez, faites attention, décryptez les images, soyez critiques vis-à-vis de ce que vous voyez. Et voilà, il le dit là, voilà.
Voilà, et juste pour vous montrer la différence, eux, c'est les premiers qui l'ont fait. Hein. Hop. Alors voilà, ce que ça implique, c'est que je vous parlais de storytelling de fiction, mais aussi il y a de la manipulation. On a vu les fake news, etc. Je vous la refais pas. Là, la vidéo d'Obama, ça a été un peu le classique. Je vous invite à la re-regarder. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? En haut à droite, alors en bas à gauche, c'est un mélange un peu incroyable entre Jennifer Lawrence et Steve Buscemi. En haut à droite, c'est Nicolas Cage qui est remappé sur Harrison Ford. Ça fait des choses un peu étranges. Et bien sûr, puisque naturellement il faut en parler, le deepfake, ou le pornfake, ou le deep porn, c'est le deep porn, où finalement, bon, ça vient un peu de la communauté Reddit, mais après ça a essaimé. Bah, c'est de mettre les actrices les plus célèbres d'Hollywood sur des films porno. Et donc vous imaginez la puissance de nuisance de ce genre de vidéo. Et donc, par rapport au sujet initial qui étaient les avatars, voilà, c'est une autre manière de créer des personnalités artificielles au sens étymologique du terme, puisqu'elles sont fausses. Et bien sûr, voilà, donc le meilleur traitement qu'on puisse faire, c'est l'éducation à l'image et montrer ce genre pour que quand demain on voit ce genre d'image, on ait une distance critique vis-à-vis de ces récits nocifs. J'ai presque fini. Ah oui, ça. Est-ce que quelqu'un peut cliquer sur la vidéo? Ou bon, enfin, je sais pas. Ah, voilà. Peut-être que c'est dans ma nature, mais quand il y a une discussion politique avec des gens à table, naturellement, moi j'arrive pas à être dedans. Je suis à l'extérieur de la conversation. Ça, c'est nous qui l'avons fait. On a pris les codes. On a mis 48 heures à marier Norman et à mapper la tête de Trump sur Norman. C'est pas terrible, ça se voit, mais on a mis que 24 heures. Sans utiliser des puissances de calcul de dingue. Donc c'est quelque chose qui est effectivement facile à faire. Et donc, heureusement, il y a des outils, c'est facile de voir qu'il y a du deepfake ou pas. J'accélère, j'ai presque fini. Donc voilà, qui pilote l'avatar au final, là on passe du storytelling à une espèce de contrat de lecture. Moi, j'aimerais toujours savoir qui il y a derrière. Si c'est un humain, ok, mais je veux le savoir. Si c'est un humain qui joue la comédie, je veux le savoir. Si c'est un avatar, si c'est une IA, et puis on voit bien entre un Google Home et un avatar qui va vous parler, on voit bien que ça humanise énormément la relation et que c'est important, mais par contre, peut-être qu'il doit y avoir un contrat de lecture, de savoir exactement ce qu'il en est. Vous vous rappelez quand Joaquin Phoenix dans Her découvre que c'est un film où cet homme tombe amoureux d'une intelligence artificielle dont la voix est faite par Scarlett Johansson. Et à un moment, il s'aperçoit que son entité artificielle, elle fait un dialogue amoureux non pas uniquement avec lui, mais avec 300 ou 300 000 personnes. Et là, il devient très triste. Pourquoi je parle de ça? Parce que il y a un site, Ashley Madison Angels, qui a été c'est un site de dating aux États-Unis, comme Glidden ou ce genre de truc. Et ils ont été piratés en 2015. Et on s'est aperçu que ils revendiquaient 5 millions de femmes, et en fait, il y en avait 2800. Tous les personnages avec lesquels les hommes parlaient étaient ce qu'on appelle des fembots, c'est-à-dire des bots, des robots qui engageaient la conversation de manière assez maladroite, mais qui étaient quand même crus. Et donc voilà, et là, ça a été très, 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 très massif. En octobre 2018, ça va passer là, ça va être, je crois que ça va être effectif à partir du 1er juillet 2019. La Californie, l'État de Californie a interdit aux bots de se faire passer pour des humains. En gros, si vous êtes éditeur d'une plateforme de contenu, etc., et que vous respectez pas cette règle, voilà, vous allez en répondre devant les tribunaux de la Californie. Je vous remercie, j'en ai fini, et faites attention à vos avatars. Merci.